Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, l'actualité politique aux États-Unis cette semaine, c'est le vote du budget fédéral au Congrès. Ce budget, dont je rappelle qu'il se monte à près de 7 000 milliards de dollars, donc c'est pas exactement une paille, eh bien ce budget aurait dû être voté en septembre dernier car l'année fiscale américaine commence le 1er octobre. Comme c'est souvent le cas, les élus n'ont pas trouvé d'accord à temps. Ils n'en ont d'ailleurs toujours pas trouvé, puisqu'ils auraient demandé de voter une continuing resolution, un renouvellement au même niveau, jusqu'en septembre prochain. Ça nous rappelle ce qui s'est passé en France il n'y a pas si longtemps. Alors rien de nouveau, c'est assez fréquent aux États-Unis, mais ce qui est intéressant, c'est l'attitude des élus démocrates. Est-ce qu'ils vont voter ce texte au risque de paraître faible vis-à-vis des républicains, ou le rejeter au risque de créer encore plus de chaos à Washington ? Dilemme. Et voilà qui m'amène à vous demander ce que fait l'opposition démocrate aujourd'hui. On ne les entend pas depuis leur défaite de novembre dernier, alors même qu'on ne peut pas dire que les initiatives de Trump ne prêtent pas à réaction. Oui, Romain, les démocrates sont encore sonnés par la nouvelle victoire de Trump après 2016-2024. On ne les entend pas et notamment, je suis très frappée par leur silence sur la situation internationale et sur l'Ukraine. Moi, ce qui me frappe terriblement, c'est le silence d'Obama qu'on n'a absolument pas entendu. En effet, silence total d'Obama. Alors, il y a deux explications. La première, c'est qu'il s'est quand même un petit peu déconsidéré pendant la campagne de 2024 parce que, rappelez-vous, il était intervenu auprès de jeunes hommes africains-américains pour les exhorter à voter Kamala Harris. Ça n'avait pas très bien marché parce qu'il était apparu comme très condescendant, vraiment un membre des élites, pas du tout en lien avec les problèmes des vrais Américains. Deuxième explication, vous avez parlé d'Obama, de Biden-Harris, on pourrait ajouter Bill et Hillary Clinton. Tous ces grands démocrates restent silencieux, peut-être parce qu'ils ont tout simplement peur des attaques tellement virulentes de Trump sur les réseaux sociaux. On les comprend, mais c'est quand même un petit peu décevant. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même leur métier de porter la parole de leurs électeurs. Mais revenons à ce budget en discussion. Qu'est-ce que propose le texte porté par les républicains ? Ce texte, donc, qui est une continuing resolution, comme vous l'avez dit, couvre les opérations du gouvernement fédéral jusque septembre prochain, au même niveau que l'année dernière. Toute la question, c'est qu'évidemment, il va être réparti différemment. Le texte prévoit une augmentation pour les opérations liées au contrôle de l'immigration, c'est-à-dire en gros la construction du mur, mais surtout le renvoi des illégaux dans leur pays. Et puis, il prévoit également de mettre beaucoup plus d'argent sur les programmes militaires. En échange, bien sûr, il va falloir couper dans d'autres programmes et les négociations portent là-dessus. Est-ce qu'on parle de Medicare et Medicaid, c'est-à-dire les programmes d'aide médicale pour les plus vulnérables et les personnes âgées ? Est-ce qu'on parle des retraites, Social Security ? C'est évidemment là-dessus que porte toute la discussion. Et comment ça va se passer concrètement ? Je ne veux pas m'avancer, Romain, mais je pense que ça devrait aller. Le vote de ce texte à la Chambre a déjà eu lieu mardi 11 mars. Le speaker Mike Johnson, ce républicain, a réussi à mobiliser la petite majorité républicaine. Ils sont 218 contre 214 démocrates. Et du coup, les démocrates, sous l'autorité du leader de leur minorité, Hakeem Jeffries, ont pu s'opposer sans avoir à en payer les conséquences politiques. Au Sénat, maintenant, ça va être plus délicat, notamment pour les démocrates. Les républicains ont une majorité dans la Chambre haute de 53 sénateurs sur 47, mais comme vous le savez sans doute, Romain, il va falloir 60 voix et non pas 50 pour que le texte soit voté dans cette Chambre. Pourquoi 60 voix ? Parce que c'est le filibuster. Bravo, je suis bien contente de voir que vous avez retenu ce terme et ce procédé de blocage parlementaire. Il faut donc, pour atteindre 60 voix, que 7 sénateurs démocrates au moins acceptent de voter. En réalité, ce sera plutôt 8, parce qu'on sait déjà que Rand Paul, qui est un sénateur républicain libertarien, ne votera pas ce texte parce qu'il est encore trop généreux à ses yeux. Ces 8 sénateurs, on va peut-être les trouver dans les rangs des démocrates modérés qui ne veulent pas ajouter au chaos actuel à Washington. C'est notamment ce que dit le sénateur de Pennsylvanie, John Fetterman. Il a déjà dit que lui voterait ce texte. Pour éviter un shutdown, les démocrates vont peut-être voter ce texte. Mais enfin, je voudrais pointer quand même que ça veut dire que les démocrates vont voter un texte qui prévoit d'augmenter les budgets pour les déportations d'illégaux. C'est quand même rude pour eux. Oui, ce vote possible contre leur propre programme, leurs propres idées, il résume la position des démocrates aujourd'hui. Ils sont coincés, ils ne savent pas quoi faire face à l'ouragan de la deuxième administration Trump. Cette difficulté, elle se voit aussi bien sur le plan tactique que sur le plan de la stratégie.
des démocrates. Parlons tout d'abord de tactique. Les démocrates se demandent aujourd'hui s'ils doivent rester silencieux en attendant que les réformes de Trump créent trop de problèmes, notamment économiques, ou attaquer à chaque occasion qui se présente en se hissant parfois au niveau de vulgarité, de grossièreté de Donald Trump lui-même. Un terme qui est employé par certains démocrates ces jours-ci, par exemple, c'est celui de douchebag pour qualifier le département de l'efficacité gouvernementale d'Elon Musk. Oui, douchebag qui fait référence à douchebag, qui est une expression d'une très grande grossièreté aux États-Unis, qui désigne une poire à lavement, si je ne m'abuse. Je crois que c'est exact. C'est en effet l'un des termes les plus insultants qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors, quittons les douchebags et revenons à la stratégie du Parti démocrate. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Qu'elle est très problématique parce que rien ne se dégage pour l'instant. Il y a plusieurs sujets de débat qui sont d'ailleurs pas vraiment abordés aujourd'hui au sein du Parti démocrate. La première, c'est le débat sur les causes de leur défaite en 2024, de savoir quelle stratégie ils auraient dû adopter à l'époque. En janvier, donc il n'y a pas très longtemps, il y a eu toute une campagne entre démocrates pour l'élection du nouveau responsable du parti, le DNC Chair. Le vote a eu lieu le 1er février et en l'occurrence, c'est un apparatchik du Minnesota, Ken Martin, qui a été élu. Pendant tout ce débat, ils n'ont parlé que des réformes de la gouvernance du parti dans les États. Et quand on a posé la question des raisons de la défaite, Ken Martin et les autres candidats ont tous répondu que Biden et Kamala Harris avaient eu la bonne stratégie de soutien aux classes moyennes, sans poser de questions là-dessus. Pas de remise en cause du fond, alors ? Exactement. Il y a en revanche, et ça c'est le deuxième point, un débat très important sur les politiques sociétales, les questions de race et de genre, et surtout le soutien à la communauté trans. Il est possible, en effet, que les militants du Parti démocrate aient été beaucoup trop radicaux pour les électeurs démocrates de base, y compris ceux issus des minorités. Les thèmes autour de la question trans qui font débat aujourd'hui entre les démocrates, c'est par exemple la question des athlètes transgenres dans le sport de haut niveau féminin, la présence de personnes trans dans les prisons, les traitements irréversibles pour mineurs, ou encore la couverture des frais médicaux par l'armée, dans les prisons, etc. Vous vous souvenez peut-être de cette publicité extrêmement efficace que les républicains trumpistes ont lancée dans les dernières semaines de la campagne sur tous ces thèmes-là. Ça disait, en parlant de Kamala Harris, « She is for they, them, he is for you ». Ce slogan servait à la fois à se moquer de ce besoin de préciser ces pronoms qui existent dans la communauté LGBTQ+, et aussi, deuxième aspect, ça soulignait que Kamala Harris était complètement hors sol en s'occupant de sujets qui sont très périphériques pour la plupart des Américains, tandis que Trump, lui, pensait à eux. Là-dessus, on voit donc un débat et un début de revirement des démocrates. Pete Buttigieg, donc l'ancien secrétaire au transport, qui est lui-même marié avec un monsieur et père de jeunes enfants, a retiré ses pronoms de son profil sur les plateformes en ligne. Et puis, la semaine dernière, Gavin Newsom, qui est le gouverneur de Californie, a, dans une interview sur un podcast, déclaré qu'il trouvait que la présence de personnes anciennement hommes dans les équipes de sport féminin était très injuste et très problématique. Et ça, c'est vraiment un risque énorme qu'il prend aujourd'hui en termes politiques. Mais ce début de réalignement sur les questions sociétales, est-ce que ça suffit à faire une stratégie pour le Parti démocrate ? Pas du tout, parce que là, c'est mon troisième point. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est la politique économique. It's the economy, stupid. Absolument. Biden avait lancé des investissements fédéraux gigantesques pour réparer les infrastructures, assurer la transition énergétique, assurer l'indépendance stratégique du pays vis-à-vis de la Chine, et puis surtout pour assurer le retour des emplois manufacturiers pour les classes moyennes. Tout ça, ça dessinait les Bidenomics. Or, cette politique, qui, dans le contexte américain, était vraiment très à gauche, n'a pas du tout fonctionné, n'a pas du tout été comprise par les électeurs parce qu'ils n'ont vu que l'inflation, effectivement, très forte pendant le mandat de Joe Biden. Or, et c'est très problématique, les démocrates n'ont pas d'autre solution de politique économique à proposer pour l'instant. Leur stratégie est complètement à plat de ce point de vue-là et c'est extrêmement grave. Oui, alors c'est très problématique, mais est-ce qu'ils ont du temps ou est-ce qu'ils vont faire face à des échéances rapprochées en termes d'élections ?
Eh bien justement, il semble qu'ils aient quand même un petit peu de temps devant eux, parce que la prochaine élection politique, ce sont les élections de mi-mandat de novembre 2026. Or, c'est pas une élection avec un seul candidat qui demanderait une seule ligne du parti, c'est une multiplicité d'élections sur des enjeux locaux, et donc, par nature, elle est compatible avec des profils, des programmes très divers. Et alors, si on peut en faire à ce stade, c'est quoi les pronostics pour 2026 ? Les Républicains devraient conserver le Sénat, mais pourraient perdre la Chambre. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Il y aura aussi des campagnes gouvernatoriales très importantes, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Il est un peu tôt. On comprend effectivement que pour 2026, on peut s'accommoder de lignes diverses ou fluctuantes, mais enfin, il faudra bien une stratégie des démocrates claire pour 2028, avec un bon candidat ou une bonne candidate. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Il y a déjà des listes de noms qui circulent, dans lesquelles on va trouver énormément de gouverneurs. C'est vraiment la voie royale pour se présenter au présidentiel, parce que les gouverneurs ont l'expérience du gouvernement dans leurs États, et ils ont aussi la possibilité de s'illustrer dans les médias dans un combat contre Trump. On va voir ce qui se passe dans les mois qui viennent. Alors, je vous en cite, vous les retiendrez pour qu'on en reparle dans les mois qui viennent. Tous ces gouverneurs, il y a celui du Kentucky, Andy Beshear, celui du Maryland, Wes Moore, celui du Colorado, Jared Polis, celui de l'Illinois, J.B. Pritzker, celle du Michigan, Gretchen Whitmer. Je vous donne encore celui de Pennsylvanie, Josh Shapiro, qui, s'il est élu, serait le premier président juif. Celui du Connecticut, Chris Murphy, un profil très intéressant parce qu'il est à la fois investi sur la question du contrôle du port d'armes. C'est dans le Connecticut, donc son État, qu'a eu lieu le massacre dans une école primaire à Sandy Hook en 2012. Donc il est vraiment très en pointe sur ce sujet. Chris Murphy est également une grande voix sur la politique étrangère des États-Unis. Gouverneur de Californie qu'on a déjà mentionné, c'est Gavin Newsom. Alors, il est très médiatisé. Trump l'appelle d'ores et déjà Newscum. Newscum, c'est le nouveau déchet. Oui, c'est très très grossier, mais c'est également le signe de la notoriété de Gavin Newsom aujourd'hui. Il ne peut pas se représenter au gouvernorat de Californie en 2026, donc il va vouloir sans doute faire autre chose. Le fait qu'il ait pris parti de manière si claire, si dangereuse sur les questions trans est de toute évidence une indication de ses ambitions présidentielles. Et de sa volonté de rassembler au-delà du Parti démocrate et de ses dérives, pour certains, très progressistes. Absolument. Je vous donne encore 2 noms, ce ne sont plus des gouverneurs. Alexandria Ocasio-Cortez, élue de New York à la Chambre des représentants, qui a enfin l'âge de se présenter à la présidentielle. Elle est vue par beaucoup de monde comme l'héritière de Bernie Sanders, donc très très à gauche, mais elle s'est montrée loyale au ticket Biden-Harris en 2024. Et puis, on termine avec Raphaël Warnock, sénateur de Géorgie. Il est célèbre pour avoir réussi à se faire élire en janvier 2021 et conserver ainsi le Sénat du côté des démocrates. Il est pasteur baptiste à Atlanta, dans l'église même où officiait Martin Luther King. Eh bien, je ne sais pas si nos auditeurs auront retenu tous ces noms. Moi, j'en ai retenu 1 ou 2. Mais enfin, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on aura pas mal de surprises et pas mal l'occasion de faire le tri dans les semaines et les mois qui viennent. Je vous remercie, Laurence, et je me réjouis de profiter de vos lumières sur toutes ces questions la semaine prochaine et les semaines qui suivent. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.